Comment réussir et valider tes EVC en moins de 90 jours avec la méthode du 80-20? Oui, c'est possible et oui, c'est ce que je vais te montrer dans cette masterclass complètement gratuite. Je vais t'expliquer cette méthode. C'est celle qu'il faut que tu utilises à ce stade-là de ta préparation. C'est celle qu'on a utilisée chez tous les candidats qu'on a accompagnés et qui nous permettent d'obtenir des taux de réussite au-dessus de 70%, alors que je le rappelle, la moyenne nationale est à environ 15-16%. Durant cette masterclass, on va vraiment analyser tous les leviers à actionner si tu veux valider tes EVC d'ici 3 mois. Je te préviens, ça va être une bombe de valeur. Honnêtement, je ne connais pas d'autres préparations qui fournissent autant d'éléments, autant de valeur que ce que l'on fait. Donc prends des notes, écoute bien de manière active, revisualise la vidéo autant que tu veux parce que ça va vraiment changer ta façon de voir les choses et ta préparation. Donc durant cette masterclass, je vais te montrer les 4 piliers à actionner si tu veux réussir en 2025 et je vais te fournir également une roadmap concrète avec les différentes phases en fonction du nombre de jours auxquels tu te situes par rapport aux EVC. Donc tu auras vraiment un plan d'action concret et une conduite à tenir pour les 3 derniers mois. La première chose que je voudrais aborder, c'est est-ce que c'est possible de réussir en 3 mois? Alors oui, c'est complètement possible. Déjà, premièrement, l'an dernier, on a eu des candidats qui nous ont rejoints 2 mois, un peu moins de 3 mois avant les examens et qui finalement sont devenus lauréats. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la bonne méthode, ils avaient la bonne stratégie et que si tu passes 9 mois à te préparer, même un an parfois, sans utiliser la bonne méthode, en t'éparpillant, en te perdant parmi les différentes ressources, bah finalement ça équivaut à 3 mois bien préparés avec une stratégie claire, avec toutes les ressources centralisées au même point. Et ce qui compte vraiment, c'est pas le temps, la durée de temps brute que tu as entre maintenant et ta préparation, mais c'est bien comment tu vas utiliser ce temps, l'efficacité avec laquelle tu vas te préparer, et c'est vraiment l'efficience, quoi. On voit beaucoup sur Internet passer combien de temps faut-il pour préparer les EVC, et puis il y en a beaucoup qui vont dire il faut 6 mois. Il y a souvent cette limite arbitraire des 6 mois qui revient régulièrement, mais honnêtement, cette limite, elle est complètement tirée du chapeau, elle est sortie de nulle part. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que 6 mois à s'éparpiller et à trier les ressources, à ne pas savoir comment réviser, bah finalement, quelqu'un qui va réviser pendant 3 mois, mais qui aura tout à disposition et qui n'aura pas besoin de perdre du temps à chercher les différentes sources, à trier les infos, etc., qui se concentrera vraiment que sur sa préparation, ils vont abattre la même quantité de travail. La deuxième chose, ça va être la qualité de ta préparation et le focus que tu vas mettre dans ta préparation. Il y a beaucoup de candidats qui n'ont plus l'habitude de réviser, qui sont déjà loin par rapport à leurs études de médecine et qui ont du mal à s'y remettre. Ils ont un défaut de concentration, un défaut de méthode de travail, de méthode de révision, et ça aussi, ça peut jouer. Quand tu fais une session de travail vraiment focus, ce qu'on appelle le deep work, pendant 1 heure, bah en fait, ça équivaut à plus de 3 heures de travail un peu moins concentré, où voilà, tu vas être dérangé par les enfants, par les notifications du téléphone, et finalement tout ça pour te dire que ce qui va vraiment compter, ça va être vraiment la qualité avec laquelle tu vas te préparer, plus que la quantité. La méthode du 80-20, qu'est-ce que c'est? C'est une loi qui dit que 20% des efforts produisent 80% du résultat. Et moi, je suis complètement d'accord avec ça. À ce stade-là de ta préparation, on est à moins de 3 mois des EVC. Tu n'as plus le temps de te perdre, de gaspiller ton temps qui est précieux, de gaspiller ces heures à aller chercher des informations de partout, à vouloir lire toutes les encyclopédies médico-chirurgicales, à aller t'entraîner sur des supports qui ne sont pas adaptés, comme les QCM des EDN, à aller essayer de maîtriser les derniers traitements de la dernière ligne de chimiothérapie du cancer très rare, alors qu'en fait, tu maîtrises pas les recommandations 2024 du traitement de la pneumopathie aiguë communautaire. Aux EVC, il y a vraiment des priorités à faire. Il ne faut pas tout savoir. D'ailleurs, c'est impossible de tout savoir. Aucun médecin qui passe les EVC n'a 20 sur 20. Aucun médecin ne sait tout. Mais par contre, ceux qui réussissent, c'est pas ceux qui savent tout, mais c'est ceux qui ciblent leur préparation. Et c'est ce que je vais t'apprendre à faire aujourd'hui. En 90 jours, ton job, ça va pas être de tout revoir, mais ça va être vraiment de cibler ce qui va te rapporter des points. Et à moins de 3 mois du concours, chaque heure doit compter double et c'est pour ça que tu dois vraiment te préparer avec une stratégie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais aborder un autre point avec toi, c'est celui de est-ce que c'est vraiment faisable? Bah oui, c'est faisable. Il y a des gens qui vont toujours être négatifs, il y a des gens qui vont toujours essayer de rabaisser, qui vont toujours essayer de dénigrer, mais si tu les écoutes, bah, tu seras toujours au même point l'année prochaine. Mais si tu veux vraiment évoluer et changer ta situation, bah, il faut vraiment faire le tri avec ces personnes-là et te concentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire ta préparation. Échouer les EVC en soi, c'est pas juste échouer un concours, mais c'est aussi rater une année supplémentaire, une opportunité unique, notamment pour ceux qui sont en voie interne cette année. Il y a des postes, donc l'occasion est trop belle pour ne pas transformer l'essai. Rien ne garantit que l'année prochaine, il y aura encore une voie interne.
Rien ne garantit qu'il y aura encore des postes en voie externe. En fait, aux EVC, il y a tellement de réformes régulièrement qu'il faut agir maintenant. Il ne faut pas attendre l'année prochaine, il ne faut pas attendre l'avenir, parce que l'avenir est incertain. Et plus tu laisses passer de temps entre maintenant et le moment où tu vas commencer à te préparer vraiment sérieusement, plus tu vas prendre le risque de rater une année de reconnaissance de ton diplôme médical, rater une année de salaire de praticien associé, à peu près 50 000 euros par an, et une année sans te rapprocher de ton but ultime, la procédure d'autorisation d'exercice. Alors ne baisse pas les bras, n'écoute pas ceux qui te disent que c'est impossible, et le meilleur moment pour commencer, c'est vraiment maintenant. Peu importe où tu en es dans ta préparation, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Si tu as une méthode, que tu as une stratégie, tout est possible. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, et je vais commencer par te donner 4 changements de comportement qui vont t'aider à réussir les EVC 2025. Tout à l'heure, je vais te donner les 4 leviers à actionner pour pouvoir booster ta préparation, mais je vais commencer avec les 4 changements de comportement sur lesquels tu vas pouvoir jouer. Le premier conseil stratégique que je vais te donner, ça va être de prioriser les supports à plus fort rendement. En effet, aux EVC, dans ta préparation, tous les supports ne se valent pas. Comme tu le sais, 2 heures à lire des recommandations de 20 pages où rien n'est mis en évidence, rien n'est surligné, rien n'est en gras, personne ne te dit ce sur quoi il va falloir insister, ça n'équivaut pas à 2 heures passées sur un entraînement actif, une vidéoconférence qui a été faite par un mentor qui a pris le temps, lui, de lire toutes ces recommandations, de te faire un résumé et de faire ressortir ce qui est vraiment essentiel, ce qui va tomber aux EVC. De la même manière, je te déconseille d'utiliser les ressources de type entraînement ECN, EDN. Alors que ce soit pour la voie interne, il y a beaucoup de candidats qui vont utiliser des QCM type EDN, donc adaptés à un niveau d'externe, d'étudiants en 5e année de médecine. Mais je te rappelle une chose, c'est que tu passes un concours de senior, un concours de médecin thésé. Donc est-ce que tu penses que le niveau attendu est celui d'un externe de 5e année qui n'a jamais vraiment vu un malade, qui n'a jamais vraiment pris en charge un patient? Bah non, en fait, ça n'a rien à voir. Donc en fait, des supports d'entraînement et des supports d'apprentissage faits pour des médecins seniors auront une efficacité mais 100 fois supérieure à la lecture d'un chapitre de collège de médecine où finalement l'information est assez basique, surtout dans les spécialités hors médecine générale. Si tu es chirurgien viscéral et que tu te contentes de lire le collège de gastro, ou alors si tu es anesthésiste et que tu te contentes de lire le collège de médecine intensive et réanimation, en fait, le niveau attendu, il est pas du tout là. Pour un médecin senior, on n'est pas du tout au niveau des ECN. Donc vraiment, ces supports-là, pour moi, c'est à éviter. Ça va te faire perdre du temps, alors que tu pourrais passer du temps sur des livres qui sont plus adaptés, sur des plateformes comme PrepEVC qui sont beaucoup plus adaptées et qui vont centraliser en fait toutes les ressources nécessaires pour réussir un concours de médecin thésé. Le deuxième point, la deuxième action stratégique, ça va être de cibler les thématiques à haut rendement. Toutes les thématiques ne se valent pas. On est dans la méthode du 80-20 et donc 20% d'efforts vont donner 80% de résultats. Tu n'as plus le temps d'aller chercher dans vraiment les dernières pages du fin fond de ton collège de médecine la troisième ligne de chimiothérapie du cancer hyper rare en récidive de cancer du sein avec une mutation, je ne sais pas quoi, alors que tu ne sais pas traiter une pneumopathie communautaire selon les dernières recommandations HAS 2024. Donc vraiment, te focaliser sur des sujets anecdotiques vont peut-être te faire gagner quelques dixièmes de points, mais si à côté de ça, tu perds 3-5 points sur un sujet comme l'asthme, le diabète ou le myélome ou je ne sais pas quoi qui tombe régulièrement, bah, tu vas te planter complètement et tu vas pouvoir repasser l'année prochaine. Tu vas passer à côté de un an d'exercice en tant que praticien associé et tu vas pouvoir te représenter l'année prochaine si l'opportunité est encore ouverte. Le troisième levier que tu dois actionner, ça va être la méthodologie. Et que ce soit en voie interne comme en voie externe, il y a une méthodologie qui est différente et qu'il faut connaître. En méthodologie de la voie externe, on la connaît, elle est vue et revue, c'est ce qu'on enseigne à nos centaines de candidats. Si vous avez les connaissances, c'est une chose, mais si les connaissances sans la méthodologie, ça ne sert à rien. C'est comme avoir du talent sans la force de travail qui va avec, vous ne pouvez pas transformer votre talent en succès. Donc la méthodologie, pour moi, c'est vraiment un incontournable des EVC, si ce n'est la chose la plus importante. Tous les médecins qui passent les EVC, ou en tout cas tous ceux qui sont compétitifs, ont un bon niveau en médecine. Et ce qui va les départager, c'est pas vraiment la connaissance médicale brute,
Mais ce qui va les départager, c'est la manière dont ils vont présenter leurs réponses sur la copie, la manière dont ils vont rien oublier, la manière avec laquelle ils vont pas se faire piéger, ils vont pas tomber dans les pièges que le jury va poser. La preuve étant, il y a des candidats qui ont 5 ans, 7 ans, voire 10 ans d'expérience, qui se présentent aux EVC et qui échouent, alors que d'autres candidats qui sont à peine taisés, à peine sortis d'école, eux réussissent. Quelle est la différence entre les deux? Entre l'un qui a 5 ans, 10 ans d'expérience, qui pratique la médecine, je ne dis pas, qui est un expert en anesthésie-réanimation, qui est un excellent chirurgien, qui aura beaucoup plus de pratique qu'un autre confrère qui lui vient de sortir d'école, comment ça se fait que l'un va échouer alors que l'autre, moins d'expérience, moins de pratique, va réussir? C'est pas qu'une question de connaissance médicale, ça va être une question de méthodo et de savoir coller aux attentes du jury. Aux EVC, il y a des règles qui sont hyper précises et si vous ne les connaissez pas, si on ne vous les a pas données, vous ne pouvez pas réussir. Le quatrième conseil stratégique, ça va être limiter la dispersion. En effet, on est à moins de 3 mois du concours, donc tu as plus le temps d'aller te perdre dans toutes les différentes ressources. Chez PrepEVC, tu vois, on a accompagné des centaines de candidats et à chaque fois, ce qu'on retient dans leurs difficultés, c'est que c'est toujours la même chose. C'est des candidats qui travaillent beaucoup, qui ont peu de temps, qui travaillent à l'hôpital comme stagiaire associé, comme FFI, comme médecin, comme chirurgien. Il n'y a pas de programme officiel. Les ressources, elles sont nombreuses, il y en a des dizaines, voire même des centaines parfois. Et quand vient le moment de travailler, ils se mettent à leur bureau et puis là ils se disent bon bah qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il faut que je révise? Bon ben et ils prennent un chapitre au hasard comme ça en se disant bon bah tiens ça c'est important, je vais le revoir, ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Et puis la semaine d'après ils vont en prendre un autre et ils se seront pas réévalués sur le premier. Et puis ils vont confronter les différentes sources entre la HAS, les collèges, les sociétés savantes, les livres des annales des EVC. En fait, avec tout ça, ils sont complètement perdus, ils savent plus vraiment où donner de la tête. Et une fois qu'on leur donne accès à la plateforme, qui a tout qui est centralisé au même endroit, qu'ils ont tous les cas cliniques au même endroit, tous les supports de cours au même endroit, la méthodologie au même endroit, qu'ils ont le professeur qui va répondre à toutes leurs questions au même endroit via le groupe WhatsApp, là, ils perdent plus de temps en fait à trier l'info, ils perdent plus de temps à aller chercher la reco, chercher ce qui est vrai, ce qui est faux. Ils ont la réponse tout de suite et ils vont pouvoir avancer beaucoup plus vite. Je vais te donner une métaphore. Prends deux médecins qui exercent en cabinet, deux médecins généralistes qui exercent en cabinet. Le premier, il va tout faire tout seul. Il n'aura pas de secrétaire, il n'aura même pas de personne qui va faire le ménage dans son cabinet. Et le deuxième, il sera accompagné, il aura une équipe, il aura une secrétaire, éventuellement il aura une infirmière, et il aura quelqu'un qui va s'occuper de la logistique de son cabinet. Euh, à ton avis, lequel des deux va voir le plus de patients dans la journée? Lequel des deux aura accompli le plus de travail médical? Donc à la fin de la journée, les deux sont médecins et leur travail, c'est de soigner des patients. C'est vraiment de prendre en charge c'est de prendre en charge des malades. C'est pas de faire la comptabilité, c'est pas de faire le ménage du cabinet, c'est pas de faire le secrétariat en prenant tous les appels. Le travail du médecin, ça va être de soigner les patients. Et ben, entre celui qui fait tout seul, qui essaye de se battre avec tous les autres problèmes logistiques à côté, et celui qui se concentre que sur une seule chose, la médecine, à ton avis, lequel des deux voit le plus de malades et lequel des deux accomplit son métier de manière la plus efficace? Et donc l'idée aux EVC, c'est vraiment la même chose. C'est que si tu te disperses à aller chercher toi-même, à faire toi-même tous tes résumés, à même créer parfois tes supports d'entraînement qui seront peut-être pas fiables, que tu vas devoir relire, etc. Alors que tu as des plateformes où tu peux tout centraliser et faire que ça, et bien une heure passée à faire tout le tri toi-même, alors qu'une heure passée à te concentrer vraiment sur ce qui est important, ça n'aura pas du tout la même valeur. Donc voilà pour les 4 conseils stratégiques au niveau du comportement, de ce que tu vas pouvoir changer pour te donner des chances supplémentaires de réussir. Si tu appliques ces stratégies, si tu appliques ces conseils, tu vas drastiquement augmenter tes chances de réussite. Si tu continues à faire de la même manière, sans stratégie, sans cap, sans GPS, tu auras moins de chances de trouver la bonne route et plus de chances de te planter. On va passer maintenant aux différents leviers que tu vas devoir actionner dans ta préparation. Et là, j'en ai listé 4 que j'ai sous-détaillés et on va les analyser ensemble un par un. On va commencer de l'objectif qui est clair. L'objectif, c'est évidemment réussir les EVC en moins de 90 jours. C'est possible. On a des candidats qui l'ont fait. L'année dernière, on a beaucoup de candidats qui nous ont rejoints à ce stade-là et qui ont réussi. Parce qu'en fait, on a trop souvent tendance à croire que quand on commence à se préparer, on part de zéro. Mais en fait, non. Il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en compte. Déjà, toute la préparation que tu as fait avant. Deuxièmement, ton niveau de base,
ton niveau de formation, là où tu en es. Est-ce que tu es complètement nul dans ta spécialité ou tu as déjà un bon niveau théorique de base et finalement, il va falloir travailler plutôt sur la méthodo, sur l'entraînement, sur le training. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas confondre. Il ne faut pas croire que à partir du moment où tu vas commencer à activer tous ces leviers stratégiques et vraiment commencer activement ta préparation, bah, tu ne vas pas partir de zéro. Donc finalement, c'est réussir les EVC avec les 90 jours qui te restent et c'est pas réussir les EVC en partant de zéro, jamais fait de médecine de ta vie en 90 jours. Ça évidemment, c'est impossible. Donc comme je le disais, à ce stade-là, tu n'as plus le temps de t'éparpiller, de gaspiller ton temps. Chaque heure doit compter double et tu dois utiliser cette méthode, la stratégie 20-80. 20% d'efforts doivent fournir 80% des résultats. Et si tu as du temps supplémentaire, si tu as des facilités que tu as déjà commencé, tu vas pouvoir aller plus loin, tu vas pouvoir te concentrer un peu plus dans les détails. Mais la première chose, ça va être vraiment de construire des fondations solides, méthodologie, connaissances théoriques, recommandations, entraînement, etc., etc. Le premier levier stratégique, évidemment, ça va être de te constituer un planning réaliste. On est à moins de 3 mois. Chaque heure doit vraiment être efficace. Si tu n'as pas une idée claire de la ligne de conduite que tu dois tenir, du temps que tu peux passer dans ta préparation, de comment tu vas t'y prendre, de combien de temps tu vas passer sur ton entraînement, combien de temps tu vas passer sur ta méthodo, combien de temps tu vas passer sur tes cours théoriques, sur tes lacunes, etc., etc., eh ben, tu te tires un peu une balle dans le pied parce que si tu fais les choses au hasard, tu auras des résultats au hasard. Donc la première chose, ça va être de déterminer combien tu peux passer d'heures dans ta préparation. 17 heures par semaine, pour moi, c'est largement faisable, même avec un temps plein de stagiaire associé. Même avec un exercice médical à temps plein, on peut trouver 17 heures par semaine. À la fois, il ne faut pas se fixer un objectif qui est surréaliste, à te dire que tu vas réviser pendant 3 heures tous les jours, 4 heures tous les jours, mais en même temps, il ne faut pas non plus rêver et croire que tu vas réussir les EVC, que tu vas battre tout le monde en consacrant seulement 20 minutes par jour. Donc une chose essentielle, ça va être vraiment de constituer un planning qui est faisable, qui est adapté à ton emploi du temps, à si tu travailles, si tu fais des gardes, si tu as des jours de repos, si tu as des enfants qui vont te prendre beaucoup plus de temps, alors que si tu es seul, célibataire, bah, tu auras plus de temps à allouer. Donc tout ça, il va falloir l'organiser. 17 heures par semaine, et on peut les trouver, parce qu'on passe des heures et des heures chaque semaine à perdre notre temps, à être dans les transports, à scroller sur TikTok, sur Instagram, sur les autres réseaux sociaux, sur Facebook, surtout quand on a des supports mobiles où on peut s'entraîner avec son téléphone, avec son smartphone, comme par exemple sur notre plateforme, où ben voilà, si tu es dans le métro, eh ben, tu peux faire des QCM, si tu es dans le RER, tu peux faire des QCM, si tu es en train de patienter en interbloc entre deux patients, que tu as 20 minutes, tu peux te faire une session aussi d'entraînement, de dossier, revoir des fiches. C'est une question de priorité. Et le week-end, donc 2 jours, sur les 2 jours le week-end, il va falloir faire des sacrifices, je le conçois, mais on est à 3 mois. 3 mois du concours. Qu'est-ce que c'est 3 mois dans une vie? 3 mois pendant lesquels le week-end, tu vas travailler 5 heures et 5 heures, donc 5 heures le samedi, 5 heures le dimanche. Qu'est-ce que c'est de travailler 10 heures en tout le week-end pendant 3 mois par rapport au coût de l'inaction qui va être de rater une année supplémentaire, rester dans un statut médical qui n'est pas complètement reconnu, c'est-à-dire associé à FFI, rater une année de praticien associé, peut-être une opportunité de la voie interne, c'est pas du tout comparable. Donc le sacrifice, il faut le faire, il va falloir trouver du temps. Une fois que tu as identifié le nombre d'heures que tu peux allouer à ta préparation, tu dois constituer un tableau de révision. Un tableau de révision, c'est quoi? C'est un planning concret pour qu'ils puissent réellement savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur préparation, combien de tours ils ont fait sur chaque module. Donc regarde, ça c'est par exemple, ça c'est un exemple pour la médecine générale qui est trié par module, par thématique, ce qui te permet de vraiment de cibler tes révisions, de voir que ben, si tu as fait 3 tours en pneumologie, mais que tu n'as pas encore attaqué la médecine interne, ou que tu n'as pas encore attaqué la neurologie, bah, va falloir rattraper ça pour avoir des révisions qui vont être équilibrées et ne pas faire d'impasse. La pire des choses, ça serait vraiment de faire des impasses. Donc tu as deux options, soit tu peux t'inspirer de celui-ci et faire le tien, soit tu peux télécharger directement ce planning gratuitement sur prepebc.fr dans les ressources gratuites. On le met à disposition de tout le monde, c'est offert. Tu pourras même ajouter, donc, si tu as fait les entraînements, si tu as mis en application ce que tu as vu, éventuellement si tu as des remarques, des sujets à revoir pour vraiment cibler tes erreurs, tes lacunes. On retourne donc sur le premier levier, le planning.
Et la deuxième chose, ça va être de savoir la répartition de ton temps. Ton temps, c'est une valeur qui est hyper précieuse et tu dois savoir ce que tu vas en faire. Quand je dis répartition, ça veut dire que au cours de ces 3 mois, on va le voir dans la roadmap qu'on va aborder dans la deuxième partie de la masterclass, ton temps ne doit pas être dépensé de la même manière. Au début de ta préparation, tu vas peut-être passer plus de temps sur des supports théoriques, revérifier des lacunes, revenir sur des sujets théoriques que tu maîtrises un peu moins, mais à la fin de ta préparation, tu ne peux pas te permettre de passer 1 heure par jour sur un chapitre de collège ou de MC pour essayer d'apprendre une ligne par cœur, alors que ce que tu dois faire, c'est vraiment t'entraîner, faire du training à fond, créer des automatismes de réponse. Voilà pour le premier levier stratégique qui est le planning qui doit être réaliste et plus généralement la gestion de ton temps. Le deuxième levier stratégique dans cette stratégie du 20-80, c'est l'entraînement. Alors l'entraînement, c'est hyper important. Comme je dis toujours, euh, connaître le code de la route par cœur, mais vraiment dans les moindres détails, ça ne fera pas de toi un pilote de Formule 1. Et ça ne fera même pas de toi quelqu'un qui sait conduire une voiture tant que tu t'es pas installé à un volant et que tu n'as pas pris les commandes pour la première fois. Donc connaître les choses théoriques, c'est bien, mais les mettre en application, c'est essentiel et tu peux rien faire si tu as les connaissances théoriques sans entraînement. En fonction de la voie dans laquelle tu vas passer, tu dois cibler les bons supports d'entraînement et Dieu sait qu'il y a énormément de mauvais supports d'entraînement. Si tu es en voie interne, t'entraîner sur des supports type EDN, déjà la plupart du temps, ils ne sont pas à jour des recos. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour l'EDN, les jurys se basent sur les derniers collèges de médecine. Et pour les EVC, ce qui fait foi, c'est les dernières recommandations de la HAS. Donc c'est-à-dire que tous les items sur lesquels il y a eu des recommandations de la HAS, mais qui ne sont pas encore parus dans les collèges de médecine, parce que les collèges de médecine sont à peu près réédités tous les 4 à 5 ans, eh ben, tous ces items-là, déjà, ça va être complètement faux et obsolète. Et si tu les apprends par cœur pour ressortir ces infos le jour des EVC, tu vas te planter, tu vas perdre des points. Je te montre par exemple un exemple de notre accompagnement d'orthopédie. Le niveau des EVC et des EVC de spécialistes n'est pas du tout le même qu'un niveau d'externe de 5e année en médecine. Ça, c'est un exemple de question. Quelle lésion signe chez ce patient la possibilité d'étendre activement son IPD lorsque l'IPP est en flexion? Bon, ça, c'est une question, honnêtement, que tu ne retrouveras jamais dans un site internet de type edn.fr, Hippocampus, ou encore tous tes sites CIDES, etc. Ça, c'est une question, un QCM qui est adapté au niveau senior. On évalue des médecins qui sont aisés, on n'évalue pas des étudiants en médecine de 6e année. Et une fois que tu t'entraînes sur des QCM qui sont adaptés, dont le niveau est jugé fiable, eh ben, tu dois aussi t'assurer d'avoir une correction qui est fiable. Donc une correction qui est fiable, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Une correction, ça doit être complet. Tu dois avoir la réponse, les justifications, les explications, le rappel pédagogique qui va te permettre d'aller plus loin. Parce que le but en fait de t'enseigner sur des QCM, c'est pas d'apprendre une réponse par cœur. Le but, ça va être de couvrir toute une thématique, tout un sujet qui est potentiellement retombable dans un autre QCM. Si tu apprends une réponse par cœur, il y a de grandes chances que la prochaine question, si on la pose sur la même thématique, mais par exemple sur une autre sous-partie, tu vas te faire avoir. Donc vraiment, ces rappels pédagogiques, ces explications détaillées, ça va permettre d'anticiper la question suivante, parce que le jour des EVC, ce ne sera pas toujours les mêmes questions. D'accord? Les sujets vont rester proches de ce qui est toujours tombé en annales, mais ce ne sera pas exactement la même chose. Par contre, les thématiques vont à peu près rester les mêmes. Mais voilà, tu dois anticiper la question d'après, et c'est pour ça que ces rappels, ces explications, ces rappels de cours, ces fiches, ça va te permettre d'intégrer activement ton cours. On retourne sur notre levier entraînement. Et la deuxième chose, ça va être les annales. Alors, les annales, c'est le reflet de ce qui est attendu aux EVC. Les annales, c'est pas une finalité en soi, mais c'est un outil pour pouvoir progresser. Il faut les utiliser comme un outil et pas comme une finalité qu'on va apprendre par cœur. Je te donne un exemple. Voilà une annale tirée des épreuves d'anesthésie de 2024, il me semble. On te demande globalement d'interpréter des EFR. En fait, quand je dis qu'il faut utiliser les annales comme un outil intelligent et pas juste comme une finalité pour faire du copier-coller, prends un exemple analogue. Il y a un dicton qui est hyper connu qui dit donne du poisson à un homme et il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera tous les jours.
Donc l'idée avec les annales, c'est un peu la même chose. C'est de ne pas avoir un copier-coller d'une réponse standard que tu auras apprise par cœur sans même prendre le temps de l'avoir intégrée, de l'avoir comprise, mais c'est d'avoir des rappels théoriques, des explications qui vont te permettre de pouvoir reproduire la réponse si jamais tu as une question qui est similaire mais qui n'est pas tout à fait la même. Revenons donc à notre levier des entraînements. Et le troisième élément, ça va être les dossiers EVCP. Donc, c'est-à-dire les dossiers d'entraînement qui sont similaires et semblables aux annales, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est hyper important. Si tu t'es entraîné sur 100, 200 dossiers EVCP au plus proche du format de l'examen, eh ben, quand tu vas te présenter au concours, tu vas avoir un gros avantage. À titre d'information, les candidats de PrEP EVC en chirurgie viscérale l'année dernière, ils avaient vu 90% des questions des EVC avant de se présenter au concours. Pourquoi? Parce qu'on les avait vus mot pour mot dans l'accompagnement. Mais vraiment mot pour mot en fait. Il y a 90% des questions des EVC qui ont été vues mais qui ont été posées texto. Durant l'accompagnement, on les avait vues et on a même fait une vidéo sur YouTube que tu peux aller voir où j'analyse justement l'épreuve EVC 2024 chirurgie viscérale versus des extraits des vidéoconférences qu'on avait fait ensemble où je te montre à quel point ça match mot pour mot. Donc tout ça pour te dire que c'est hyper important d'utiliser des supports d'entraînement qui sont au plus proche du format attendu et donc de cette manière éviter tout ce qui va être dossier type internat ancien format qui date d'avant 2015. Il s'est absolument à éviter. D'une part parce que c'est pas du niveau EVC, c'est un niveau qui est externe, un niveau étudiant en médecine, encore une fois, et d'autre part parce que c'est des sujets qui sont complètement obsolètes. C'est des sujets qui ont plus de 10 ans de retard. Je te rappelle qu'on est passé au QCM en France pour les ECN en 2016. Donc ça veut dire que tous les supports sur lesquels tu vas t'entraîner avec ça, qui sont malheureusement trop populaires parce qu'ils sont gratuits, alors du coup ben, il y a beaucoup de candidats qui veulent s'entraîner avec ça, ben, ils ont au minimum 10 ans. Au mieux, tu as 10 ans de retard, au pire, tu as 15 ans de retard. Donc vraiment, sélectionne bien les dossiers avec lesquels tu vas te préparer. Et encore une fois, la correction est hyper importante. Tu dois avoir une vraie correction avec des explications, avec des rappels pédagogiques qui doivent t'apprendre à répondre, à organiser, à structurer ta réponse. Retournons sur notre deuxième levier qui est l'entraînement. Le dernier élément, le dernier sous-élément, c'est le concours blanc. Alors pourquoi concours blanc? Parce qu'en fait, ça va te permettre de te tester en conditions réelles. Tu vas te présenter le jour du concours en ayant déjà su ce que ça fait de rester concentré pendant 2 heures, de passer d'une question sur une thématique juste après à une question qui n'a rien à voir et de devoir jongler, faire des ponts, des connexions dans ta tête, de devoir rester concentré sans aucune distraction pendant 2 fois 2 heures dans la même journée avec le stress. Il faut que tu expérimentes ça au moins une fois. C'est pour ça qu'on nous on fait des concours blancs dans chaque spécialité. On propose au minimum un concours blanc pour que les candidats puissent se familiariser avec le format. Ça, c'est hyper important, notamment en voie interne, parce qu'en voie interne, cette année, ça va être la première édition. Les candidats ne savent pas à quoi s'attendre. Il y en a beaucoup qui vont être surpris quand ils vont voir qu'en 2 heures, on peut balancer facilement 60 QCM. Je te donne un exemple. Quand on a passé en France, nous, les ECN, les toutes premières éditions, 2016, eh ben, on avait une épreuve de QCM qui faisait 3 heures. Est-ce que tu sais combien on avait de QCM en 3 heures? On avait 120 QCM. 120 QCM qui passent de l'asthme au myélome, au diabète, à la tuberculose, à la cardiopathie ischémique, et tout ça 120 QCM en 3 heures. Alors imagine sur une épreuve de vérification des connaissances fondamentales unique de 2 heures, combien ça peut faire? Eh bien si tu prends le ratio, 120 QCM en 3 heures, ça peut donner 80 QCM en 2 heures. Alors je ne dis pas qu'il y aura 80 QCM, mais je dis que si aux ECN, il y a 120 QCM en 3 heures, ben, aux EVC, il peut largement y avoir 50, 60 QCM en 2 heures. Voilà donc pour ce dernier élément du levier stratégique qui est l'entraînement. Et le troisième levier que je voudrais aborder, sur lequel tu vas devoir absolument travailler si tu veux réussir, celui-là, il est non négligeable, c'est bien la méthodologie. Avoir des connaissances développées sans méthodologie, finalement, c'est comme être un sportif de haut niveau avec du talent et sortir en boîte tous les soirs, et rater tous les entraînements et être en lendemain cuite tous les jours. Mais en fait, tu vas gâcher ton talent et tu vas gâcher la belle carrière que tu as devant toi. Donc la méthodo, c'est important déjà en voie interne.
Pourquoi c'est important en voie interne? Parce que qui dit voie interne dit QCM, dit nouveau format, et nouveau format, nouvelle méthode. Donc en voie interne, il va y avoir des nouvelles règles, c'est une épreuve qui est inconnue de tous. Chez PrepEVC, nous, on y est habitué parce que ça fait 10 ans qu'on travaille en QCM en France. On a passé les ECN il y a plus de 10 ans et tous les enseignants, on a quasiment tous été conférenciers pour les externes pendant plus de 5 ans, 7 ans. Donc finalement, c'est des modalités pratiques qu'on maîtrise et c'est pour ça qu'on a rédigé un guide de méthodo hyper complet qui résume vraiment tout ce que tu dois savoir sur la méthodologie de réponse aux EVC, que tu sois en voie externe, que tu sois en voie interne. C'est 16 pages, c'est une bombe de valeur. Honnêtement, je ne sais pas quel autre organisme de formation te donne autant de valeur, mais là-dedans, tu as tout ce que tu dois savoir, la base de la base, avant de te présenter aux EVC en voie interne ou en voie externe. Quand on parle de méthodologie, on parle donc de méthodologie de réponse et de préparation en voie interne comme en voie externe. Juste pour revenir sur la voie interne, QCM, ça ne veut pas dire que ça va être plus simple niveau méthodologie. Je rappelle que qui dit QCM cette année dit que ça va taper dans les détails. Parce qu'il y aura beaucoup plus de sujets précis qui vont être ciblés. Ça peut taper beaucoup plus dans les coins. Il va y avoir des pièges comme les propositions fausses, les doubles négations, le système de notation avec les zéros à la question, les pas mis zéros, donc tout ça, on en parle dans notre guide de méthodologie que tu peux retrouver sur notre site internet et pour les candidats de l'accompagnement. On explique également les règles de correction fournies au jury avant les épreuves en QCM et en questions ouvertes. Si on revient sur la méthodo, je voudrais aborder une autre chose, c'est la méthode d'apprentissage. Quand on parle de méthodologie, il y a aussi la méthodologie d'apprentissage. Comme je le disais un peu en introduction, si tu te prépares de manière complètement anarchique, que tu n'as pas vraiment de plan, que tu es dispersé, sans GPS, sans carte, eh ben, tu ne seras pas aussi efficace que si tu as des méthodes d'apprentissage claires, que tu as un planning, que tu as des sessions de travail dédiées avec du travail focus, que tu as une feuille de route avec tel sujet que tu dois revoir à telle date, tel entraînement à refaire. Si on avance un peu et qu'on revient au dernier levier stratégique à actionner, c'est bien les analyses et l'ajustement. La première chose, c'est que tu dois identifier tes faiblesses. Si par exemple tu as échoué aux EVC l'année dernière, tu dois comprendre pourquoi. Tu dois identifier ce qui t'a posé problème. Est-ce que c'était un problème de connaissances théoriques? Est-ce que c'était un problème de méthodo? Est-ce que c'était un problème que tu n'avais pas assez de temps? Une fois que tu as identifié ces faiblesses, eh bien, tu dois effectuer une action sur ces faiblesses pour pouvoir changer et les transformer en force, ou à minima les rattraper et ne plus que ce soit des points faibles. Parce que si tu as des faiblesses que tu le sais, mais que tu ne fais rien pour agir dessus, bah, ça restera un point négatif qui pourra te coûter cher le jour du concours. C'est l'intérêt notamment d'avoir du feedback, donc d'avoir des retours personnalisés de la part des enseignants qui vont te suivre. Ou voilà, si tu n'as pas d'enseignant parce que tu n'es pas inscrit dans un accompagnement, eh ben, essaye de t'entraîner avec un lauréat. Si tu as des connaissances, peut-être avec un PH dans ton service, un assistant, quelqu'un qui va pouvoir t'aider, te montrer là où tu peines, là où tu as des difficultés. Mais évidemment, celui qui sera le mieux situé pour ça, bah, c'est quelqu'un qui connaît tes erreurs, qui voit ce que tu fais en vidéoconférence, et bah, ça va être ton formateur. Mais encore une fois, voilà, si tu n'as pas de formateur, donc tu as fait le choix de te préparer tout seul, bah, c'est plus compliqué. Mais voilà, si tu peux trouver un mentor, un collègue, bah, c'est toujours mieux que rien. Aux EVC, un candidat qui va bien réussir, c'est un candidat qui va être bon à peu près partout, qui ne va pas avoir de grosses lacunes. Parce que sur une épreuve avec 4 dossiers, ou une épreuve par exemple avec 30 questions, si tu es bon sur tous les dossiers, bon sur toutes les questions, tu auras beaucoup plus de points que quelqu'un qui va cartonner sur 2 dossiers, mais qui va se planter, qui va se ramasser sur les 2 autres. Donc c'est pour ça que tu dois vraiment identifier les erreurs que tu fais et les revoir régulièrement. Donc voilà, on a vu les 4 leviers stratégiques à actionner pour pouvoir augmenter tes chances de réussite. Rien n'est encore joué, il reste encore du temps. 3 mois, c'est peu. Et à la fois, 3 mois, on peut tout changer en 3 mois parce qu'évidemment, personne ne part de zéro en 3 mois. Mais une méthode, ça s'acquiert en 3 mois. De l'entraînement, ça peut se faire en 3 mois. Et comme je te dis depuis le début, ce qui compte vraiment, c'est l'efficience, c'est l'efficacité de ta préparation et pas juste le temps brut passé devant ta chaise. On va maintenant passer, comme je te l'ai promis, à la roadmap, le planning que j'utiliserai personnellement si je devais me préparer aux EVC en décembre ou janvier prochain. Cette préparation, elle est divisée en 4 parties qui ont toute leur importance et qui sont toutes complémentaires. Donc c'est pour ça que j'ai constitué cette timeline, cette roadmap pour toi, pour te donner vraiment un aperçu de ce que tu dois faire concrètement
et que tu n'aies plus qu'à appliquer et à suivre le GPS. Alors c'est parti, on va rentrer un peu plus dans les détails. La première phase, donc à partir de moins 90 jours avant le concours, cette phase, elle est d'une longueur variable. Il y en a pour qui ça va prendre un peu moins de temps. C'est un travail théorique à faire sur soi-même et c'est établir son diagnostic de départ. Ça veut dire que avant de te précipiter à tout vouloir faire d'un coup, il faut savoir d'où tu pars et il faut savoir la route que tu as à accomplir. C'est une première phase qui est d'une longueur variable, qui va durer peut-être un jour, 2 jours pour certains, si on y met du temps, si on est assez rapide, qu'on a déjà fait une pré-analyse. Mais voilà, c'est une phase qui peut durer un peu plus longtemps si tu n'as jamais fait de travail sur toi, que tu n'as jamais fait de travail d'introspection, de savoir quelles sont tes lacunes, quelles sont tes faiblesses, quels sont tes points forts, là où il va falloir que tu insistes, là où au contraire tu peux aller un peu plus vite, quels sont les objectifs. Voilà, tout ça, il faut l'établir clairement, il faut le marquer noir sur blanc. Alors, on va zoomer un peu plus sur la timeline. La première chose, c'est analyser ce qui n'a pas marché. Donc si tu as déjà passé les EVC, il y a beaucoup de candidats qui ont déjà passé les EVC parce que malheureusement, il y a seulement 15% de réussite aux EVC. L'année dernière, à titre d'information, il y avait à peu près 20 000 candidats et seulement 3 200 lauréats, donc ça fait moins de 16% de réussite. Et ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de médecins qui sont dans cette situation, qui ont déjà passé les EVC et qui vont les retenter. Et bien si tel est le cas, tu dois savoir pourquoi tu as échoué. Ça peut être dur pour le moral, pour l'ego, de se confronter à sa copie, à ses erreurs, de se faire corriger par quelqu'un qui a un œil extérieur, mais il faut comprendre absolument pourquoi tu as échoué, parce que si tu pars d'un échec et que finalement tu recommences de la même manière, tu vas te repréparer sur un échec. Si ta méthode n'a pas fonctionné et que tu réutilises la même méthode, ça ne va à nouveau pas fonctionner. Donc il va y avoir un changement de cap à faire, un changement de direction à faire. Et ça commence par l'identification des problématiques, des points faibles. Pour ceux qui n'ont jamais passé le concours, donc si jamais tu n'as pas passé le concours, que c'est la première fois, tu vas devoir identifier tes lacunes réelles. Et ce n'est pas juste les lacunes de croyance. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment te confronter à ce qui te bloque, à ce qui te pose problème, et ne pas seulement être vague ou alors faussement se rassurer en mettant le compte de l'échec sur une préparation qui a été trop courte, ou alors oh bah c'est parce que je me suis pas préparé sérieusement. Non, en fait, il faut vraiment identifier tes lacunes réellement. Est-ce que tu as un manque de méthodo? Est-ce que tu as des lacunes sur le plan théorique? Je pense notamment aux médecins qui sont spécialistes et qui veulent présenter les EVC en médecine générale, en médecine d'urgence, ou aux médecins généralistes qui ont plus une formation, par exemple, de gériatrie et qui veulent passer les EVC de médecine d'urgence. Donc, il peut y avoir dans ces situations-là des blocages au niveau des connaissances théoriques parce qu'on passe dans une spécialité qui n'est pas forcément la nôtre d'origine. Parmi les différentes lacunes que tu vas pouvoir identifier, je t'en ai listé donc 3, la méthodo, les blocages théoriques, il y a aussi l'absence d'entraînement pratique. Et quand je dis entraînement pratique, c'est l'entraînement pratique adapté d'un niveau réel des EVC. Encore une fois, les EVC, il faut voir ça comme une compétition. Et comme un sportif de haut niveau, il va falloir s'entraîner avant le jour de la compétition. Dans cette étape diagnostique, tu dois aussi déterminer si tu es en voie interne ou voie externe. Alors évidemment, c'est évident, ça paraît stupide parce que tu sais en quelle voie tu t'es inscrit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu ne vas pas te préparer de la même manière si tu es en voie interne que si tu es en voie externe. Alors certes, les sujets seront les mêmes. Oui, effectivement, les sujets seront les mêmes parce que tout ce qui est tombé jusqu'à présent continuera de tomber. Et c'est juste que c'est les modalités et le format de l'épreuve qui va être différent. Mais ce qui veut dire format d'épreuve différent veut dire qu'il y a une méthodologie différente, une méthodologie spécifique dans une voie comme dans l'autre. Donc tu vas devoir adapter essentiellement tes entraînements. Une autre chose archi essentielle à faire, si tu ne l'as pas encore fait, c'est de lister les modules hyper tombables dans ta spécialité. Tu dois savoir quelles sont les thématiques récurrentes qui tombent à chaque fois. Et nous, la plupart de nos entraînements, ils sont essentiellement ciblés sur ce qui tombe réellement. Et c'est pour ça que l'année dernière, on a des spécialités où on a 90% des questions qui sont tombées à l'examen qui ont été vues mot pour mot durant l'accompagnement. En fait, c'est pas que c'est nous qui faisons le sujet pour le CNG. Non, c'est juste qu'on sait ce qu'il faut cibler pour l'entraînement, on sait ce qu'il faut cibler pour l'apprentissage, et tu dois t'entraîner sur des supports, sur des sujets qui sont au plus proche de ce qui est attendu à l'examen. Et dernière chose, dans cette première étape diagnostique, c'est évidemment de te fixer un objectif horaire qui est réaliste, comme j'en ai parlé durant la première partie. Donc pour moi, un minimum de 15 heures efficaces par semaine, mais 15 heures de temps efficace. Voilà, pas 15 heures passées avec 1 heure
pour chercher sur ton ordinateur ce que tu vas apprendre, 1 heure pour lire la recommandation qui fait 25 pages, 1 heure pour aller faire des QCM de niveau externe, cinquième année de médecine. Non, 15 heures vraiment efficaces, focus, sans téléphone, concentré au maximum. Pour moi, c'est faisable. Tant mieux si tu arrives à faire plus, mais en tout cas, 15 heures par semaine, ça peut le faire parce que c'est pas la quantité qui va compter, mais aussi la qualité de ton entraînement, de ta préparation. Donc voilà pour cette première phase, donc qui peut durer entre 1 et 5 jours en fonction de ce que tu as fait, en fonction du diagnostic que tu as déjà établi, si tu as déjà fait un travail d'introspection, comme je disais, ou si tu n'as jamais évalué en fait ton point de départ, pourquoi tu as des lacunes, là où tu vas bloquer. Et une fois que tu auras passé cette première phase, tu vas rentrer dans la deuxième phase, la phase de mise en route. Donc c'est vraiment la phase qui va être difficile parce qu'il va falloir lancer le rythme, il va falloir te forcer, à apprendre, à réviser 1 heure par jour, 10 heures le week-end. Il faut absolument que tu sois régulier. Il ne faut pas que tu laisses passer des périodes de 5 jours, 6 jours, une semaine sans ouvrir une plateforme, sans ouvrir un livre, sans ouvrir un entraînement, ça c'est pas possible. La mémoire et la retenue d'une information, elle passe par un apprentissage qui est espacé et qui est actif. Donc tout ce que tu vas pouvoir mettre en œuvre pour rendre ton apprentissage actif, donc la méthode de la feuille blanche, la méthode de reformuler les questions, la méthode de reformuler ton cours sous forme de questions, la méthode de t'entraîner et d'écrire les erreurs puis de les revoir quelques jours après, tout ça en fait c'est beaucoup plus efficace parce que ton cerveau il va s'impliquer beaucoup plus que si tu lis juste passivement des collèges, des recommandations, des sites internet et qu'après tu passes sur des QCM, des dossiers et que tu fais jamais de correction active. Que quand tu te plantes sur une question, eh bien, en fait tu vas juste te dire ah ok d'accord donc ouais là ah effectivement je me suis trompé à cause de ça, mais que tu vas pas le noter, tu vas pas revenir dessus. Tu vas l'oublier 3 jours après, et quand tu vas revenir dessus plusieurs jours après, ben en fait, tu auras oublié parce que tu n'auras pas tiré de leçon de ton erreur. Donc là, on est entre J-85 et J-60, 2 mois avant les EVC. Il va falloir que tu travailles sur tes lacunes. Il va falloir travailler pour la partie cours sur les items qui sont hyper tombables et les points faibles pour ramener tout au même niveau de connaissance. En parallèle, tu vas t'entraîner activement avec des sources adaptées, des QCM, des dossiers, des questions EVCF niveau senior. Donc voilà, si ça t'intéresse d'avoir toute une banque de QCM de plusieurs milliers de questions adaptées à un niveau senior avec une correction détaillée, des rappels pédagogiques, des explications, comme on l'a vu durant la première partie de la masterclass, tu peux aller sur PrepEVC, il y a tout ce qu'il faut. Ce qui est aussi hyper important, c'est de te mettre à jour des recommandations essentielles. Alors nous, on le fait pour nos candidats, c'est-à-dire qu'on effectue une veille médicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veille à capter toutes les dernières informations les plus récentes. On est abonné à plein de revues médicales, on scrute la littérature pour pouvoir résumer et rassembler toutes les recos les plus récentes dans nos cours, dans notre plateforme, pour que les candidats n'aient pas à le faire eux-mêmes, qu'ils ne perdent pas de temps à aller s'éparpiller, à chercher 10 articles pour trouver une recommandation. Mais voilà, si jamais tu te prépares seul, ça va te prendre plus de temps, mais c'est quelque chose qui est quand même essentiel à faire. Tu dois absolument être carré sur les dernières recommandations, sur l'actualité médicale. Je vais te donner 2 exemples pour illustrer ça. En 2021, aux EVC de médecine générale, qu'est-ce qui est tombé? Un sujet de Covid. Évidemment, qu'est-ce qu'il y avait eu l'année d'avant? Une énorme pandémie qui a touché toute la Terre, oui, le Covid. Donc forcément, c'est tombé l'année d'après. Deuxième exemple, aux EVC de chirurgie digestive, il y a eu des recommandations en février 2024 par la HAS sur les indications de la chirurgie de l'obésité. On leur avait dit, on l'avait dit pendant l'accompagnement, les amis, travaillez bien ça parce que ça va tomber. Donc on avait tout résumé, etc. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2 ou 3 questions, plus un dossier EVCP qui sont tombés sur la chirurgie bariatrique. Donc il faut absolument se tenir informé et au courant des dernières recommandations. En parallèle de ton apprentissage théorique, tu vas devoir commencer à t'entraîner avec des cas cliniques. Un candidat qui s'entraîne, qui fait des dossiers, des questions EVCF, des QCM, mais qui ne prend pas le temps de lire tous les rappels pédagogiques, qui ne prend pas le temps de noter ses erreurs pour ne pas retomber dans le panneau la fois d'après, eh ben, il ne va pas activer sa mémoire au long terme et il diminue finalement ses chances de retenir l'information pour le jour J. Et la dernière chose de cette sous-partie, ça va être de t'instaurer une routine stable. Et plutôt que d'attendre d'avoir une grosse plage horaire pour te préparer, qui finalement arrive que rarement, si tu attends à chaque fois d'avoir 2, 3 ou 4 heures devant toi pour commencer tes révisions, tu vas pas passer beaucoup de temps à travailler et si tu vas être beaucoup plus efficace en faisant des courtes sessions hyper concentrées, hyper focus, plutôt qu'à rester 3 heures, 4 heures sur une chaise, mais à moitié concentré, distrait par le téléphone, par un appel, par je ne sais quoi.
Une fois que tu as fini cette phase 2 de mise en route, on va être à J-60 de l'épreuve. Et là, on va être sur la phase 3, la phase de montée en puissance. Donc c'est la phase qui va durer euh, le, donc c'est la phase qui va durer pendant l'avant-dernier mois, de J-60 à J-30. Et là, il va falloir augmenter le rythme. Là, il va falloir donner de la dynamique à ta préparation. Donc pour moi, c'est essentiel vraiment d'insister sur l'entraînement, sur le training, sur l'acquisition des automatismes. À ce stade-là, il faut que ton travail soit constitué de 30% de cours théoriques. Donc encore une fois, sur tes lacunes, tes points de faiblesse, les dernières recos et les hyper tombables. Et surtout que tu mettes en application. Et 70% d'entraînement, comme je le dis, en fait, c'est un entraînement qui doit être actif, que tu utilises les rappels pédagogiques des QCM pour pouvoir te préparer, pour pouvoir faire un rappel de cours théoriques. En fait, les deux vont s'entremêler, les deux vont travailler en synergie, ce qui fait que un entraînement bien structuré sur un support adapté avec une correction hyper bien détaillée, une explication en rappel pédagogique, ça va compter finalement comme un travail de cours théorique. Dernière chose, je te recommande de faire des mini-tests, des mini-concours blancs, on va dire, toutes les 2 semaines, sur tes points faibles ou sur les hypertombables, c'est-à-dire que tu te prends 2 ou 3 sujets hypertombables ou points faibles, et tu te mets en condition réelle d'examen et tu essayes de les enchaîner, de jongler d'une thématique à une autre pour t'entraîner à cette gymnastique un peu cérébrale qu'il va falloir faire le jour J. Et donc, à un mois du concours, tu vas entrer dans la dernière phase. Et cette dernière phase, ça va être vraiment de la phase de pratique et les derniers ajustements, où ça va être la dernière chance pour corriger tes points faibles et mettre en application, travailler, répéter, revoir tous les modules que tu as travaillés depuis le début de ta préparation, revoir tous les QCM, revoir toutes les questions EVCF, etc., etc. Il va vraiment falloir s'entraîner à jongler entre les différentes thématiques, savoir sauter de tel cours à tel cours. Dans cette période-là, je te recommande de t'entraîner au moins une fois en concours blanc. Nous, c'est pour ça qu'on en met au moins un dans nos accompagnements, parfois même deux, mais pour que vraiment les candidats puissent se mettre en conditions réelles et que le jour J, ils ne se présentent pas à Rungis en n'ayant jamais fait 2 heures, voire même 2 fois 2 heures d'épreuve, et qu'ils aient jamais, eu l'occasion d'avoir cette gestion du temps. Ce qui va être très utile à ce stade-là, évidemment, c'est d'avoir un feedback externe, un retour, des conseils, donc soit d'un mentor, d'un groupe de préparation, un binôme si tu en as un. Et c'est tout là un des intérêts de ce qu'on propose avec cet accompagnement qui est individuel, qui avec le suivi qui est individuel, c'est que si tu as la moindre question, le moindre doute, bah, tu as un formateur qui est là et qui est dédié pour toi pour répondre à toutes tes questions. Donc en résumé, pour cette phase, tu vas vraiment insister sur l'entraînement à fond, revoir tes points faibles. Normalement, à ce stade-là, les hypertombables, ils sont maîtrisés. Les points faibles, il n'y en a plus beaucoup parce que tu as réussi à les rattraper. Et il va falloir vraiment mettre en application, mettre en application. L'apprentissage passe par la répétition. Donc voilà pour cette quatrième phase. Et si tu suis tous ces leviers stratégiques qu'on a vus depuis le début, si tu appliques tous les leviers stratégiques et que tu suis la roadmap, la timeline, que tu appliques tous les conseils que je t'ai donnés depuis le début, il n'y a pas de raison que tu échoues parce que 3 mois bien préparés avec une stratégie, avec une méthode est beaucoup plus efficace que 6 mois, voire un an sans avoir de plan clair, sans avoir de conduite à tenir. Donc voilà, j'espère que cette masterclass offerte t'a aidé. Si je devais me préparer en 90 jours ou moins, j'utiliserais clairement cette stratégie, cette méthode du 20-80, 20% d'effort pour 80% de résultats. Parce que sans avoir de plan concret, tu vas douter, tu vas t'éparpiller, tu vas pas savoir par où commencer et tu vas augmenter tes risques d'échec. Si tu te demandes encore à quoi ça sert un organisme de formation comme Prep EVC, ben je pense que tu as la réponse. C'est que nous, en gros, on te fournit tout le cadre, tout ce dont tu as besoin et toi, tu n'as plus qu'à exécuter. On te fournit la carte, le GPS et puis tu n'as plus qu'à suivre les indications et de te concentrer vraiment sur ce qui compte, ta préparation. Je vais insister sur une dernière chose dans cette masterclass, c'est la nécessité de commencer dès maintenant et de mettre toutes les chances de ton côté. Il reste moins de 3 mois avant le début des EVC, tout peut encore se jouer, mais plus tu repousses l'échéance et plus tu hésites à te lancer, ben finalement c'est du temps perdu que tu ne pourras pas rattraper. Et bien plus que le coût d'un accompagnement, finalement, c'est le coût de l'inaction et le coût de l'échec. C'est un an de plus dans une situation inchangée, un an de plus de doute, d'exercice encore instable, un an de plus avant de pouvoir retenter les EVC pour enfin décrocher le poste de praticien associé. Donc ne reste pas inactif et paralysé dans ta préparation parce que l'échec peut coûter très cher. J'espère que cette masterclass t'a aidé, qu'elle t'a donné une vision claire de ce que tu dois faire. Maintenant, tu n'as plus qu'à exécuter. N'oublie pas les 4 leviers stratégiques, le planning réaliste, l'entraînement, la méthodo, analyse de tes erreurs et les ajustements. Et avec ça, tu pourras réussir.
Si tu veux prendre un raccourci dans ta préparation, tu peux encore rejoindre PrepEVC avant clôture définitive des inscriptions. Toutes les ressources gratuites citées dans la masterclass sont disponibles sur le site internet prepevc.fr et toutes nos offres d'accompagnement pour te propulser au stade de praticien associé, lauréat des EVC sont aussi également sur prepevc.fr. Sur ce, je te souhaite un très bon courage dans ta préparation et surtout ne prends pas le risque de passer à côté de ton concours pour ne pas encore perdre une année supplémentaire. Un très bon courage et à très bientôt sur PrepEVC.